batterie avec collector et puis donc, toutes les informations. Il n'a pas grand-chose à faire. Je veux dire, si parfois il ne donne pas des informations, on peut imaginer que c'est un petit peu parce qu'il pense que ça va vous apporter plus de mal que de bien. Donc c'est là où la confiance va faire qu'on se retrouve devant maintenant deux personnes et non pas devant le cas numéro à tel et puis le client numéro 28. Parce que vous êtes impatient parce que vous êtes le patient. Une question. Oui. Bonjour. Vous avez parlé des transports, vous avez surtout parlé des transplantations d'organes. Vous pensez qu'un implant électronique ou un quelconque apport technologique pour aider l'individu à se à bouger, n'importe quoi, c'est le même statut on peut considérer ça la même chose, c'est-à-dire d'un point de vue du fait que l'implant peut aider l'individu à survivre plus longtemps. Est-ce que juste pour ça, l'identité, il n'y a pas de risque pour l'identité par rapport à ça, c'est plutôt l'identité des autres qui est plus en question. C'est-à-dire, est-ce qu'on perçoit cette personne toujours la même du fait qu'elle n'est plus, elle marche plus, elle me note dans une chaise roulante. Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourra un jour peut-être se dispenser de faire ces transplantations d'organes, effectivement, en passant à la mécanique? Je pense que l'avenir, effectivement, n'est pas aux transplantations d'organes. Parce que d'abord, c'est compliqué. C'est très compliqué, comme je vous l'ai dit, le système immunitaire est quand même le plus raciste de tous les individus. Il n'accepte rien. Donc il n'accepte rien. Vous avez tous votre propre génétique. Donc techniquement, ce n'est déjà pas facile. Et on constate effectivement que là où on commence à faire les premiers essais de cœur artificiel, par exemple, on n'a pas du tout, effectivement, ces effets psychologiques, ces effets de dire c'est le cœur d'un autre qui bat dans ma poitrine. On n'est pas dans le domaine du sacré, et effectivement, ça ajoute à bien-être. On accepte qu'un organe ait été remplacé par une mécanique. Parce qu'on est dans une société où beaucoup est mécanisé, et où, même si on ne comprend pas comment ça marche, on accepte le résultat, c'est-à-dire la fonction est assurée. Ici, personne ne sait ce qui se passe derrière la petite carte bleue, on ne sait pas. Plus personne ne sait comment fonctionne Internet aujourd'hui. On sait que ça marche, on sait que ça fonctionne, mais on est incapable de dire par où l'information est passée, on est incapable de dire comment ça fonctionne. Un jour, c'est peut-être cassé. Donc au niveau de l'avenir de la transplantation, il est souhaitable qu'effectivement on passe de plus en plus à un côté matérialisation, parce que nous avons accepté qu'un os cassé, c'est une matière et on a besoin qu'elle soit en forme pour bien vivre, pour bien être. Le bien-être de notre mode de vie passe avant le côté organe. Et l'avenir, bien sûr, sera. D'autant que ça va couper court à beaucoup de trafic d'organes. Je pense à des personnes qui vont, j'ai pas mal de cas, que ce soit en Serbie, en Croatie, que ce soit en Bolivie, en Colombie, donc de personnes à qui, pour lesquelles il y a eu un enlèvement, et lorsqu'ils se sont réveillés, où il n'y avait plus de cornée, où il n'avait plus de, où il leur manquait un rein, ou pire parfois. Donc les trafics d'organes cesseront lorsqu'on n'aura plus besoin de donneurs d'organes. Et l'avenir passera éthiquement, pour une fois, par la matérialisation. Ici. Donc ce sera l'un des bons côtés. Parce qu'on a accepté que ce soit un organe, ici. Et puis on sait qu'il n'y aura pas de donneur. Donc il n'y a plus cette querelle d'identité, en tous les cas, cet antagonisme d'identité dont je parlais tout à l'heure. Il faut que quelqu'un meure pour que je puisse vivre. Ici. Donc l'avenir passera par ça. Madame. Je vais peut-être faire l'avocat du diable, mais pourquoi est-ce qu'on oppose systématiquement la commercialisation avec le don d'organes à l'humanité? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas... les Américains, par exemple, réussissent parfaitement éthiquement à vivre, etc., en faisant en sorte qu'il y a certains dons qui sont payants, comme le sang. Alors qu'en France, c'est une abomination. Alors pourquoi est-ce qu'en France, on ne peut pas accepter... Oui, il y a le côté commercialisation, commercial, d'un don d'organes, de matière vivante, alors qu'aux États-Unis, c'est parfaitement accepté.
D'accord. Alors, vous avez pris l'exemple du sang, qui est un peu particulier. Le sang est un organe. Il est constitué de cellules, donc il n'y a pas de problème, c'est bien un organe. Et derrière le sang, il y a toute une image. Il y a l'image, je prendrai l'exemple du vampire, par exemple. Le vampire, c'est quand même c'est la représentation de l'être de l'au-delà, qui, pour continuer à vivre, vient prendre le sang de sa victime, et donc il se nourrit de sa victime, et le sang représente ici quelque chose d'un peu particulier. C'est l'un des premiers organes dont on a compris à peu près le fonctionnement. On ne savait pas ce qu'il transportait, mais on savait qu'il transportait la vie en tous les cas, et que ça permettait à l'imaginaire de créer qu'il y a un au-delà, puis donc le vampire, c'est pas Dracula a un petit peu déformé l'image, mais le vampire existe dans toutes les sociétés, et la le sujet que vous évoquez, dire pourquoi on ne passe pas à la marchandisation. Ça me fait penser au film La Cité de la Joie. Ici, c'est ce film dans lequel un pauvre, un Indien de Calcutta, qui tirait son petit vélo et puis qui transportait les touristes ou les Indiens très fortunés, et il donnait son sang pour pouvoir faire vivre sa famille. Jusqu'à en perdre sa santé, bien entendu, jusqu'à se dégrader. Il se dégradait lui-même pour faire vivre. Le corps est-il marchandable? C'est ça le problème. Est-il marchandable? C'est une conception que les Américains ont, et dans en tous les cas, sur le continent, on a encore cette réticence à dire « je vais vendre ». Et l'exemple est ressorti davantage, parce que votre question, elle a été remise d'actualité avec la GPA, avec la gestation pour autrui, ici. Parce que c'est une location d'utérus. Et c'est pour cela que la loi n'est pas encore passée, n'a pas encore autorisé, en tous les cas en France, cette gestation pour autrui, parce qu'elle ouvrait la porte à un commerce, à une différenciation, donc à une location, ici, sans tenir compte des aspects éthiques. Or, dans le cas de la gestation pour autrui, on va dire, c'est une location d'un utérus. Non, c'est avant tout un corps de femme qui va enfanter pendant 9 mois. Je rappelle que la grossesse, ce n'est pas une maladie, c'est un état dans lequel on procrée un individu génétiquement différent, ici, et on l'accepte. Mais quand on pousse un petit peu, ça veut dire qu'il y a une commande de parents. Ils vont payer. Et si l'enfant a une anomalie, on fait quoi? On va faire une rupture de contrat. Il vient au monde, et puis il y a une anomalie génétique. Bah non, on ne le prend pas. Hein. Moi, je ne voulais pas comme ça. Moi c'est parce que j'ai commandé, ici. Et donc, rendez-moi mon argent. Et l'enfant, on en fait quoi? On en fait quoi dans cette histoire? Et puis, à partir de quand on va considérer qu'il est bien ou qu'il n'est pas bien? Parce que, globalement, on aimerait tous avoir plutôt des enfants en bonne santé. Voilà, grand, fort, solide, en bonne santé. Et s'il n'est pas assez grand, s'il n'est pas assez solide, on le refuse. On va le refuser à part... Il manque une phalange. Non, c'est un petit peu le même problème que l'interruption volontaire de grossesse. Il manque une phalange. Bon, pas grave, là, il vivra bien aussi. Hein. Ouais, il manque un doigt, après. Et après, il manque la main. Elle va fixer la limite où, à partir du moment où on va procéder à une interruption de grossesse, c'est-à-dire à l'empêcher de vivre, ou bien on va le refuser. Elle est où la limite? Elle est à l'épaule? Elle est au coude? Elle est à quel endroit ici? Et donc, la commercialisation, la marchandisation est une notion qui heurte encore l'éthique, en tous les cas, de ce que l'on considère être bon. Donc voilà 2 exemples, la gestation pour autrui. Et je ne parle pas encore du don de gamètes, ici, qui est donc supposé être gratuit, ici, mais qui, dans certains pays, est payant. Le don de sperme, il existe des banques de sperme. Donc une personne, d'une manière altruiste, vient donner son sperme, ses spermatozoïdes. On conserve les petites paillettes comme ça pendant quelques années. Et puis, ce qui peut se passer par derrière, c'est que quelqu'un que l'on rémunérerait, il va le donner souvent. Ça ne porte pas atteinte à la santé, à l'intégrité de l'individu. Donc il va donner, admettons, il va donner gentiment, il va en donner 10 fois, 20 fois de l'année, il va donner. Et après, on va se retrouver avec un problème de génétique. Ici, c'est qu'on va se retrouver avec des enfants qui, dans une population, auront tous
le même père génétique ici. Alors même s'il y a globalement à peu près 8 millions de spermatozoïdes différents à partir d'un individu, je ne compte pas certaines particularités physiologiques, mais disons en gros 8 millions chez un individu, le risque de se retrouver avec donc, une hérédité chez deux individus 20 ans plus tard qui se recroisent n'est pas exclu. Et après, reconnaissance de paternité. En France, si vous pouvez prouver que monsieur, là-bas, votre voisin, eh bien, porte votre identité génétique, votre caractéristique ADN, eh bien, vous vous retrouvez d'office le père. Vous vous retrouvez d'office le père. Donc, au départ, c'était bien gentil, on voulait donner, on voulait même vendre, à la limite, pour pouvoir vivre. Et après, on se retrouve papa de plusieurs enfants qu'on n'avait pas choisis. Et puis 20 ans plus tard, on n'a peut-être plus la même vie, on n'a peut-être plus envie non plus de dire, voilà, à l'époque, j'ai fait ça, ça reste de sa propre propriété, on a fait un propre choix. Je crois que le commerce encourage le prélèvement, en général, volontaire ou involontaire, et donc il donne des dérives qui nous heurtent. Monsieur ? Est-ce que tout commerce ne peut être encadré, par exemple vous avez évoqué plutôt dans votre intervention, laquelle je vous remercie d'ailleurs, que vous avez évoqué des notions telles que le consentement éclairé, le droit de choisir pour moi, pour soi, le respect du corps évidemment, mais aussi l'accès égal, c'est aussi des soins à un enfant, à un organe. Est-ce que la manière dont vous avez mené vos arguments est pas limitative? À partir du principe qu'on voudrait se donner la possibilité d'avoir quelque chose, il y a une conséquence, tout acte a une conséquence ou des conséquences possibles. Est-ce que la manière dont vous argumentez votre raisonnement ne pense pas systématiquement aux conséquences les plus graves? Et si oui, sans penser vraiment aux conséquences les plus positives également? Et est-ce qu'il faudrait peut-être pas chercher à trouver un moyen de limiter les conséquences graves, soit de supprimer, tout en cherchant à donner accès à des organes, à un enfant, au droit de vivre, au droit de ne plus vivre paisiblement. Ça, c'est un problème philosophique, c'est un problème du progrès. C'est le problème du progrès. Est-ce qu'on est maître du progrès déjà? C'est-à-dire, est-ce qu'on est maître du fait d'avoir la volonté de découvrir? La plupart des machines, des machines de haute technologie médicale sont le résultat d'années et d'années de travail qui ont comme effet, effectivement, de pouvoir diagnostiquer très bientôt certainement la maladie d'Alzheimer. Ce sont des machines qui coûtent plusieurs millions de livres, plusieurs millions d'euros. Il y a une volonté d'aller vers le progrès. Effectivement, ça c'est le côté positif. Est-ce qu'une société qui va limiter sa recherche, qui va limiter sa quête d'un bien-être, est-ce que c'est une société qui avance encore? On peut se poser la question aussi. Est-ce qu'un État va pouvoir contrôler tout cela alors qu'il a confié au privé l'essentiel des recherches? Beaucoup de recherches se font dans le privé. Je prends l'exemple des recherches sur les embryons en Angleterre. L'Angleterre a 30 ans d'avance sur la France, sur les recherches de cellules embryonnaires, de cellules souches, ici, parce qu'en France, on a interdit, sauf exception, pendant des années. Encore avant, on interdisait. Donc, est-ce qu'un État peut